Alors j'aimerais qu'on adresse aujourd'hui un sujet qui date, on peut le dire, dans ce cas de figure de temps immémoriaux, qui est le sujet des mythes et des croyances. L'objectif, ça va être un peu d'aborder un peu ces différents mythes et croyances face au supramental. Et pour faire un focus particulier sur le mythe, on se rend compte en fin de compte que le mythe, il est vraiment au cœur de l'humain, au cœur de la civilisation. On parle de mythe fondateur, on parle de croyances fondatrices de sociétés, de dogmes et de religions. Donc il va composer l'histoire de l'homme, sa manière de voir, sa manière d'interpréter le monde qui l'entoure. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers les mythes et les icônes principales, que l'on passe par les religions anciennes à mystère, comme celle de Mithra, les mythologies grecques et romaines, et par les religions plus connues aujourd'hui, monothéistes, et même par les différentes écoles de pensée ésotériques comme la franc-maçonnerie ou autres, il y a parmi toutes ces mythes, toutes ces croyances, une sorte de dénominateur commun qui est deux forces, deux entités qui s'affrontent, qui est le bien contre le mal, plus loin une force créatrice face à une force destructrice, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, contre Satan. Pour résumer, c'est vraiment ce qui va ressortir, la scientifique moelle de ces mythes, de ces religions à mystère et même de ces écoles de pensée ésotériques et autres. Alors, comme d'habitude, on va balayer quelques définitions. Donc, on va parler par exemple de croyance. Donc, la croyance, c'est l'action, le fait de croire une chose vraie. Donc, on est vraiment, pour moi, c'est vrai, je crois que c'est vrai, ou c'est vraisemblable, ou c'est possible. Je vais croire à une histoire, ou je vais croire à une religion, ou je vais avoir une foi en celle-ci. Le mythe, ça va être plutôt donc un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, donc voilà, qui est issu un peu, pas d'une certaine élite, mais qui émerge d'une société populaire basique, qui va mettre en scène des dieux, des demi-dieux, des héros, des forces naturelles, symbolisant des énergies, des puissances et des aspects, c'est intéressant, de la condition humaine. Pour revenir un peu donc à une sorte de, je ne sais pas de dualité, mais de trinité mystique, justement liée au mythe, il y a aussi une définition que j'ai trouvée de celle de Dieu. Donc on parle d'un être éternel, unique, créateur et juge. On va faire partie de cette trinité aussi un concept, à mon avis, qui est énormément élaboré dans le supramental, mais aussi dans d'autres sphères, celui de Lucifer, qui quant à lui, on le définit principalement comme le chef des démons, cité dans l'Ancien et Nouveau Testament pour parler de deux dogmes monothéistes, mais il intervient aussi dans d'autres dogmes. Et Satan, qui est, lui, l'incarnation même du mal, l'adversaire suprême, donc comme une force qui va venir s'opposer. En termes de citations intéressantes qui abordent le mythe, il y a une citation de Gustave Flaubert, « Une civilisation débute par le mythe et finit par le doute ». Donc en gros, il y aura un cycle, c'est-à-dire voilà, on part sur un mythe, toujours, elle est fondatrice, et en fin de compte, quand on sent qu'elle commence à vaciller, c'est quand elle passe du mythe au doute. Donc assez intéressant, une belle phrase de Gustave Flaubert. Dans la genèse du réel, de Bernard de Montréal, concernant donc, ces trois notions, Dieu, Satan et Lucifer, il ne va pas parler directement et précisément du concept de Dieu, mais il va y avoir un passage intéressant sur ce concept-là, par rapport à Dieu. Ce n'est pas l'homme qui crée le concept d'un Dieu absolu, mais l'astral en lui, qui a voulu, à travers les âges, lui faire reconnaître son autorité sur lui. Donc comme si effectivement que, basiquement, un homme ne va pas créer un concept comme ça, mais qu'encore une fois, il y a un astral qui va venir un peu intervenir, ingérer et lui faire gober, entre guillemets, ce concept de Dieu. Quant à Satan, il dit « La civilisation moderne subit présentement une lutte entre les forces sataniques et les forces de la lumière. » Donc là, on retrouve même dans le supramental, qui est peut-être une sorte aussi de mythe aujourd'hui, ce même affrontement entre deux forces. Puis sur Lucifer, il finit en disant « Le terme luciférien n'a rien d'archaïque. Il s'applique à toute domination d'êtres supérieurement intelligents et sont parfaitement en opposition à d'autres niveaux d'intelligence dont le but est de redonner à l'homme sa liberté originale. » Donc encore une fois, on affronte. Il y a des êtres intelligents, des forces intelligentes qui sont pour hommes et d'autres qui vont venir contre les hommes. Quant à vous, donc, dans la genèse de l'homme nouveau, il ne va pas y avoir de concept précis. Et vous avez parlé plutôt d'entités qu'on va être amené à anthropomorphiser. Et vous dites, l'homme éveillé n'accorde pas de crédibilité au phénomène des entités, donc Dieu, Satan, etc., puisqu'il est informé sur la nature de ce qui crée le phénomène, et surtout parce qu'il est en mesure d'observer le jeu subtil d'anthropomorphisation qui peut se manifester en lui. Donc là, on est dans une approche plus
tout ça, ce sont un peu des images, des ombres que l'humain lui-même va projeter, mais il ne faut pas donner trop de sérieux à tout ça, parce que les fondements sont connus pour un être qui sont éveillés. Alors la question, c'est effectivement, c'est d'où vient cette sorte de pente naturelle qu'a l'homme à se créer des mythes qui vont carrément pouvoir créer des civilisations par la suite. Pourquoi il a besoin de formes, de croyances, de mythes pour créer sa compréhension du monde. Et effectivement, comment expliquer à travers une lecture supramentale ce tel ancrage du mythe dans l'histoire de l'humanité. Okay. Faut comparer ça à un enfant. C'est infantile. Okay? L'être humain, depuis toujours, vit de l'infantilisme. Dans le sens qu'il crée des formes, des mythes, justement, d'une perception qui est réelle, mais qu'il ne peut pas définir. Il intuite quelque chose. Et il l'interprète psychologiquement à travers des mythes, des formes, il anthropomorphise, etc., etc. Un des plus grands mythes, c'est le mythe de l'esprit. L'esprit, c'est une enthétisation. Voyez-vous? Mais les gens, ils croient que l'esprit existe en tant que tel, en tant que personnage, si vous voulez, ou forme particulière. Être dans l'esprit de quelque chose, c'est être dans l'intelligence de cette chose. Là, je donne une autre définition de ce que c'est l'esprit. Mais tel que les gens l'ont toujours perçu, l'esprit, c'est une enthétisation. Les gens parlent de l'esprit comme de quelque chose, d'une intelligence particulière. Puis lorsqu'ils parlent d'intelligence, ils personnalisent. Parce que de l'intelligence, ça ne peut pas exister en dehors de l'âme. Voyez-vous? En fait, de l'intelligence, ça existe en dehors de l'âme. Le système, c'est intelligent. La nature, c'est intelligent. Elle est intelligente dans le sens qu'il y a de l'intelligence, dans le sens que c'est intelligent. C'est bien fait, c'est bien rodé, etc., etc. C'est très complexe et très cohérent en même temps. Voyez-vous? Alors, le mythe du bien, du mal, de Lucifer, Dieu, etc., c'est des anthropomorphisations d'une perception de la réalité. Dans la nature, au niveau scientifique, il y a de la polarité dans la matière. Voyez-vous? Mais l'homme, à cause qu'il voit cette polarité dans la matière, il s'imagine que, bon, ben, tout est polarisé. Il y a le mal qui ne fait pas du bien, et il y a le bien qui ne fait pas du mal. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que, c'est des perceptions infantiles de la réalité. Aujourd'hui, à travers justement des transformations et une civilisation qui évolue, si vous voulez, on est rendu à un point où on ne peut plus accepter de tels concepts. Voyez-vous? Alors, on est en mesure d'observer la nature même de ce qu'il y a derrière ces concepts-là. Autrement dit, on est en mesure de dépasser notre capacité intuitive, inconsciente, et de commencer à décrire qu'est-ce que c'est l'intuition. Voyez-vous? L'intuition, c'est une perception vibratoire de la réalité, mais infantile, dans le sens, elle est interprétée de façon psychologique à la mesure de l'intelligence ou de l'évolution des individus. Voyez-vous? Les individus étant liés au collectif, influencés par l'environnement collectif,
ils ont beaucoup de difficultés à s'extirper de ces croyances-là. Voyez-vous? Il y a un terme effectivement qui est revenu effectivement dans vos démonstrations, ce qui est une approche un peu infantile justement de cette réalité. Et la question que je me posais, c'est que l'homme, en arrivant, en prenant conscience de son environnement, est-il né justement complètement enfant ou il est devenu enfant par des informations? Vous savez, on retrouve souvent le mythe d'un savoir ancestral, le savoir des anciens, qu'on aurait volé à l'homme, qu'on aurait volé à une sorte de surhomme qui aurait été connecté. Et on a un peu ce mythe-là aussi qui revient très souvent, c'est-à-dire oh, bah, les anciens ils savaient tout, mais nous, à cause des forces astrales, on a tout perdu. Alors l'homme, il est arrivé dans l'univers avec une conscience absolue et il s'est désinformé, ou ça fait partie de l'évolution qui commence désinformé pour arriver à autre chose? Ça fait partie de la perception humaine que lorsqu'il est enfant, il est parfaitement vibratoire. Et il perd cette faculté vibratoire, inconsciente, c'est évident, à travers le fait qu'il est influencé par son environnement, qui fonctionne de façon psychologique, ses parents, etc. Voyez-vous? Comment se transmute, comment se transmet cette conscience involutive, c'est comme ça, par influence. Voyez-vous? Si l'enfant avait des parents qui étaient éveillés, il pourrait s'éveiller ou se maintenir vibratoirement compétent, si vous voulez. Voyez-vous? Dans le sens qu'il pourrait faire évoluer ça. Il pourrait avoir développé en même temps sa capacité mentale, intellectuelle, mais il aurait les deux. Il aurait la capacité de créer des formes et la capacité de voir ou d'observer la mécanique vibratoire. Il faut avoir les deux, dans le sens d'une conscience multidimensionnelle, et non pas seulement une conscience unidimensionnelle, psychologique, qui est très limitée pour être en mesure d'observer la nature du système. Voyez-vous? Il y a effectivement cette faculté à observer ce système. Et vous avez mentionné quelque chose, vous avez mentionné le fait que, de facto, il y a une polarité dans la matière, et c'est cette polarité qui est interprétée un peu faussement et qui va donner suite à l'ensemble. Mais d'où vient cette polarité? Elle est systémique, elle est structurelle? Elle est systémique, oui. Elle fait partie de la matière. Voyez-vous? Si vous essayez de créer de l'électricité, lorsqu'on crée de l'électricité, il y a un pôle négatif et un pôle positif. C'est tout le temps comme ça. Voyez-vous? Ou ce qu'on appelle un pôle positif et un pôle négatif. Voyez-vous? Alors, si on connecte les deux pôles, ça crée de l'énergie beaucoup. Voyez-vous? Ça peut créer un choc. Voyez-vous? Ça ne se mélange pas dans la matière. Mais au niveau de l'esprit, si vous voulez, au niveau du système, ça se neutralise. Sans ça, on reste dans la polarité négative ou positive, où on reste prisonnier de ce concept-là. Et tant qu'on demeure prisonnier de ce concept-là, on crée de l'astralité. Autrement dit, on ne peut pas s'adapter à la réalité systémique, qui n'est pas polarisée, si vous voulez. Voyez-vous? Alors, pour que l'homme soit en mesure de... Je vais vous donner un exemple. Pour que l'homme soit en mesure d'être bien dans sa peau, il faut qu'il puisse absorber l'énergie négative. S'il veut que de l'énergie positive, il va avoir des chocs dans sa vie. Il ne sera pas préparé à absorber des chocs négatifs. Voyez-vous? Alors, c'est à lui de se dépolariser, finalement, mentalement, pour être en mesure d'absorber cette énergie dite négative.
Mais les gens essaient, par attitude, de se dépolariser parce qu'ils comprennent le concept de la polarité. Ah bon, je sais ce que c'est la polarité, etc. Donc, je me dépolarise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voyez-vous? Il y a un autre processus pour, justement, qui fait qu'on se dépolarise. Comment on se dépolarise? En étant en mesure d'observer le phénomène. De s'observer, si vous voulez, en train de polariser. Dans notre parole, dans nos gestes, etc. Voyez-vous? Et c'est à travers l'observation, dite vibratoire, qu'on en arrive à se dépolariser. Voyez-vous? Dépolariser notre mental. Autrement dit, fonctionner avec la réalité. Être en mesure d'absorber autant le négatif que le positif. C'est de l'énergie, hein, nous? Voyez-vous? C'est la seule façon pour l'homme d'être bien dans sa peau. Dans ça, il veut toujours le positif. Il est bien dans sa peau quand il est positif. Mais aussitôt qu'il y a un peu de négatif, là, il s'écroule. Voyez-vous? Alors, c'est une prédisposition. C'est une prédisposition involutive. La polarité, ça va avec. C'est une tendance, effectivement, parce que c'est vrai que, de manière générale, et même sans aborder les limites et la croyance, on a un objectif d'être toujours super jovial, on parle un peu dans une sorte de jovialisme où on occupe totalement la partie négative. Et alors, effectivement, ça prend quoi d'être en mesure de pouvoir accepter cette polarité, entre guillemets, négative pour en faire, en fin de compte, une force? C'est savoir l'identifier, c'est ne pas réagir. Qu'est-ce que ça prend concrètement? C'est savoir identifier ce qui crée cette polarité. Autrement dit, ce qui crée le positif ou le négatif. Voyez-vous? Ce qui crée une perception négative, ce sont les programmes. C'est de la mémoire. Voyez-vous? Primitive, finalement. Infantile, finalement. Voyez-vous? La mémoire, c'est quoi? C'est quoi les programmes? C'est l'accumulation, justement, d'une mémoire, d'informations, depuis qu'on est très jeune. Mais quand vous êtes jeune, vous n'avez pas la même perception qu'en tant qu'adulte. Voyez-vous? Vous n'avez pas la même capacité mentale. Alors, vous interprétez, ça s'enregistre, ça devient des programmes. Les parents ne savent pas mieux, ne savent pas ce qui se passe. Alors, l'enfant, il absorbe son environnement, il absorbe la conscience de son environnement. Et c'est comme ça que la conscience involutive se perpétue. Voyez-vous? Mais l'enfant, lui, au fur et à mesure qu'il grandit, il se maintient dans ce genre de mentalité-là. Ses ressentis sont de la mémoire, justement, des atmosphères, c'est vibratoire. Ça ne lui parle pas. Ça lui parle de façon vibratoire au niveau d'un senti. Il se sent mal, il se sent... Voilà. Voyez-vous? Il vit une atmosphère grise, un nuage gris, un nuage noir au-dessus de sa tête. Voyez-vous? Donc, il se sent de cette façon-là. Donc, pour lui, c'est négatif. Mais tant qu'il le voit en tant que négatif, puis en tant que forme négative, tant qu'il ne voit pas la mécanique derrière, il ne peut pas utiliser cette énergie-là. Aussitôt qu'il est en mesure d'observer la mécanique qui crée cette atmosphère-là, à ce moment-là, il peut utiliser l'énergie. Parce qu'il transmute l'énergie. Il neutralise. Ça se fait tout seul, ça. Le seul fait qu'il observe la mécanique en temps réel, c'est évident, là, pas après coup, là, pas en théorie là, non plus. Alors, en temps réel, à ce moment-là, il apprend à absorber quoi? Cette énergie-là qu'il percevait de façon négative. Et là, à cause de sa conscience de la réalité mécanique vibratoire, il est en mesure d'absorber l'énergie. L'énergie se transmet. La polarité, ça se dépolarise, autrement dit.
C'est de cette façon qu'un être en arrive à se dépolariser. C'est pas par attitude psychologique, théorique ou intellectuelle. C'est de totalement dépolariser notre approche, notre perception de cette polarité qui est systémique et qui est structurelle. Et justement, on abordait encore une fois ici l'enfant, mais pour qu'il puisse réaliser tout ça, encore faut-il qu'il puisse avoir, on en parlait, des prédispositions d'observation vébatoire pour qu'il puisse casser tout ça. Et vu qu'on parlait des mythes et des croyances, vous parlez d'un environnement, l'enfant, il va être tributaire, il va hériter des mythes, des croyances de ses parents. Donc en fait, il va avoir un bagage qu'on pourrait qualifier d'astral qui va être absolument considérable, qui va venir biaiser sa perception. Alors, comment faire quelque part pour éveiller chez l'enfant ou pour l'amener à casser les mythes, les dogmes et les croyances dont il va hériter naturellement? Faut qu'il en souffre, premièrement. Quand il en a assez souffert, à ce moment-là, il cherche une solution. Et peut-être qu'il va finir par trouver une solution. La solution est toujours dans l'influence qu'il peut avoir de l'extérieur. Voyez-vous? Qui il rencontre. Il y a des gens que je vois en consultation, ils ont passé des années tu sais, 25 ans de psychothérapie, par exemple, de psychanalyse, ou 20 ans, 30 ans de recherche spirituelle. Tu sais, quand quelqu'un fait le tour de son jardin comme ça, puis il arrive à rien, il n'arrive pas à grand-chose, dans le sens qu'il a encore toujours les mêmes problèmes, il se passe quelque chose, là. Puis lorsqu'il est en contact, lorsqu'il rentre en contact avec quelque chose d'autre qui résonne en lui, qui est différent, à ce moment-là, il se lance, il prend contact avec. Voyez-vous? C'est une chose l'entendre, en vidéo, en cassette, whatever, mais c'est une autre chose d'être en contact direct, en temps réel. C'est là que ça se passe. C'est là l'avantage des consultations, c'est en temps réel. Voyez-vous? La personne va dire quelque chose, la personne qui consulte va être en mesure d'observer cette chose-là et de parler de son observation, de décrire l'observation qu'il fait de la problématique de l'individu, mais l'individu ne peut pas faire ça par lui-même, il fonctionne de façon psychologique. Il ne peut pas observer la mécanique. Donc, il doit s'habituer par immersion, à observer la mécanique à travers l'observation d'un autre au début, et ensuite réaliser, et ensuite intégrer. Autrement dit, observer par lui-même dans sa vie de tous les jours. C'est là que ça se passe. Voyez-vous? C'est la seule façon. Il n'y a pas 10 façons. C'est pas intellectuel, autrement dit. C'est dans l'action. Et on abordait justement la souffrance, qui va être le premier paramètre de quelqu'un qui va avoir tendance à s'éveiller. Et justement, aujourd'hui, on a, surtout dans des sociétés comme la nôtre, on a une approche extrêmement polarisée justement de la souffrance. Un individu ne doit jamais souffrir, donc on va le bombarder de médicaments, ou c'est lui qui va s'amener à utiliser des substances pour limiter cette souffrance. Donc encore faut-il avoir un niveau d'intelligence nécessaire pour observer cette souffrance et l'interpréter comme on n'est pas en phase avec des croyances ou des dogmes. Il faut être intelligent avec cette souffrance-là. Et en parlant d'intelligence, en début de cet entretien, vous avez distingué les notions d'esprit et d'intelligence. Si vous pouvez élaborer un peu cette dichotomie entre ces deux notions. Dans le sens, les gens parlent de l'esprit comme ils parlent de Dieu, comme d'un grand Manitou qui sait tout et qui intervient dans tout. Voyez-vous? Ils enthétisent quoi finalement? Ils enthétisent le système. Voyez-vous? Ils enthétisent leur perception du système dans le futur, si vous voulez. Mais ça leur échappe tout le temps, là. Parce qu'ils parlent de l'esprit comme quelque chose qui
qui peut tout régler pour eux. Voyez-vous? Il s'agit de fusionner avec l'esprit. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fusionner avec l'esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire s'adapter au système, tout simplement. Être dans l'intelligence du système. L'esprit, c'est l'esprit du système. C'est pas... c'est comment ça fonctionne. Voyez-vous? Être dans l'esprit de quelque chose. Mais l'être humain, pour lui, en général, il va parler de l'esprit d'une autre façon. Pour lui, c'est un autre résonance. Il anthétise ce terme-là. Voyez-vous? Être dans l'intelligence de ce qui se passe, être dans l'intelligence du système, ça équivaut à être dans l'esprit du système. C'est tout ce que ça veut dire. C'est à nous, c'est nous qui avons la responsabilité de savoir le système. Il faut s'ajuster à la réalité du système pour savoir le système. Il faut commencer par s'ajuster un petit peu. Mais les gens sont en résistance extrême parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner de façon psychologique, d'interpréter à travers des concepts miteux, si vous voulez, dans le sens des mythes. Voyez-vous? Alors, ils interprètent à travers ces concepts-là. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Ils ne peuvent pas. Ils nourrissent ça continuellement. Ils ne remettent pas en question ces croyances-là. Pourquoi? À cause de leur lien avec le collectif. Ils ne sont pas individualisés. Ils sont trop liés émotionnellement aux autres. Voyez-vous? C'est ce lien avec ce collectif qui va amener l'homme à être si attaché aux mythes, si attaché aux oui, parce croyances. qu'il est influencé par les croyances en général. Il n'y a pas d'individualité. Voyez-vous? Il n'est pas autonome. Il est dépendant. Donc, il se fait influencer. Si la croyance populaire, c'est n'importe quoi, il va y croire très facilement. Il n'est pas en mesure de s'opposer à ça, puis premièrement, l'observer par lui-même. Voyez-vous? C'est quoi le collectif? C'est un ensemble d'individus. Et cet ensemble d'individus-là qui croient une croyance quelconque, une forme quelconque, une religion quelconque. Voyez-vous? Il y a une pression de ce collectif-là sur l'enfant puis l'adulte. Regardez dans certains pays, certaines religions, à quel point la pression est forte. Alors, comment voulez-vous, dans des pays comme ça, dans des sociétés comme ça, que l'individu se libère? Voyez-vous? Très difficile. La pression est énorme. Même ici, même dans les pays plus occidentaux, la pression, à travers ces religions-là, la pression est très forte. Les extrémismes religieux, il y en a partout. Il y en a chez les catholiques, les chrétiens, les juifs, il y en a partout. Oui, parce que peu importe la géographie, le dogme, le mythe, la croyance est là, et elle exerce partout dans le monde le même type de pression. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc, la vision supramentale du mythe de Dieu, c'est donc le système avec lequel il faut être intelligent, c'est-à-dire comprendre l'intelligence du système, comprendre être dans l'intelligence du système. Être dans l'intelligence du système, ok. Et du coup, alors, pour continuer un peu cette approche de démystification de ces mythes, ce serait quoi une définition multidimensionnelle du concept de Satan, cette force qui s'opposerait? C'est l'astral, Satan? C'est la polarité négative, tout simplement, à l'extrême. Voyez-vous? C'est tout ce que c'est. C'est une anthropomorphisation, Satan.
comme Dieu, c'est l'anthropomorphisation positive. Satan, c'est l'anthropomorphisation négative. C'est tout ce que c'est. Et il y a aussi un autre, justement, une autre figure mythique qui est un peu une sorte d'entre-deux. On parle de luciférien. C'est quoi alors la vision multidimensionnelle de luciférien? Le concept luciférien, c'est la matière. On dit Lucifer est descendu dans la matière, a été chassé du paradis. Donc, c'est le principe matériel. C'est ça que ça veut dire, Lucifer. C'est la matérialisation. Oui, tout simplement. C'est vrai que ça enlève un peu le côté mystique. C'est ça. Qui ingère. C'est froid, c'est direct, c'est clair comme une formule. Ouais. Regardez comment les gens associent le matériel à l'astral. Il y a une polarité là-dedans, en fin de compte. Parce que c'est vrai que quand on retrouve. Parce que quand on voit un peu les différents dogmes, c'est vrai que on va toujours mettre en opposition le monde temporel, donc qui est la matière, qui est quelque chose qui limite distrait l'homme, et le monde intemporel, qui est effectivement celui de Dieu. Donc il y a vraiment une polarité qui est très très forte. On va voir justement une polarité négative. C'est péjoratif la matière, quelque part, pour les dogmes. Pareil comme l'astral, c'est vu de façon négative. C'est juste une interprétation infantile de la réalité, c'est tout ce que c'est. Non ajustée à la réalité. Non évoluée, pas assez évoluée. Mais ça fait partie de la mémoire pareil. Ça s'enregistre pareil. Donc, de là, la force, c'est enregistré, donc ça devient des programmes, des habitudes, des façons de voir, etc. C'est ça l'astral. L'astral, c'est de l'information qui n'est pas ajustée à la réalité systémique. C'est tout ce que c'est. Mais si on commence à créer de toutes sortes de formes derrière ça, les gens astralisent tout, là, tu sais. Ils astralisent la sexualité. Ah, c'est astral, la sexualité. Voyons. C'est pas... Voyez-vous? Pour ne pas dire négatif pour eux. Voyez-vous? C'est vrai que oui, la sexualité, ça va être astral. Quand quelqu'un, effectivement, va avoir beaucoup d'argent, il va être très matérialiste. Enfin, ça, c'est très présent. C'est très un peu du côté... il faut en fait, il est très astralisé, lui la personne. L'astral, c'est ni négatif ni positif. C'est de la naïveté, tout simplement. C'est le côté naïf d'un enfant. L'homme, c'est un enfant. L'homme actuel, c'est un enfant. Donc, il est naïf. Il ne connaît pas, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il ne sait pas comment ça fonctionne. La mécanique vibratoire, il ne connaît pas ça. Parlez de ça à quelqu'un, vous allez voir. La mécanique, ou utiliser un autre terme, la mécanique intuitive. C'est quoi ça? Essayez de m'expliquer qu'est-ce que c'est la mécanique intuitive. Oups, ça ne fonctionne plus, là. Voyez-vous? Alors, l'homme vit avec le vibratoire depuis toujours. Il fonctionne vibratoirement, etc. La preuve, c'est qu'il est assujetti au programme. Il ne sait pas, mais il fonctionne vibratoirement. Il interprète ça de façon psychologique, par exemple. Voyez-vous? En croyant que c'est sa volonté, etc., etc. Tandis que c'est la volonté des programmes. C'est la volonté de l'information qui est enregistrée, tout simplement. Il n'est pas dans sa volonté propre. Il ne peut pas l'être, il n'est pas assez éveillé pour l'être. Il faut être éveillé pour commencer à expérimenter sa volonté et savoir qu'est-ce que c'est sa volonté réelle, comparativement à la volonté des programmes. Mais les gens croient qu'ils sont dans leur volonté,
quand en fait ils sont dans la volonté des programmes. Est-ce que c'est juste de dire que c'est toujours cette volonté des programmes, c'est en fait la volonté du collectif. Oui. Une sorte d'astral qui est accepté par tous. C'est ça. Exactement. Ouais. Ça se répand comme un virus. Ça se maintient comme un virus. Tout le monde s'infecte. Continuellement. C'est comme le COVID-19 constant. Toutes les vagues en même temps. Toutes les variantes en même temps. Même chose. Les gens s'auto-infectent comme ça. Ils s'influencent. Alors, ça prend une influence différente pour qu'une personne se libère de ça. Voyez-vous? Qu'elle ait vécu quelque chose de particulier dans sa vie, qu'elle ait souffert particulièrement, qu'elle s'est suffisamment évolué à l'intérieur de cette involution-là, si vous voulez, cette condition évolutive, pour être en mesure de reconnaître quand un individu parle différemment ou explique des choses différemment pour connecter. Sans ça, on oublie ça, là. Ça prend une influence à cause de cette influence collective-là. Puis encore, c'est pas évident. Oui, parce que c'est un peu une influence qui va venir s'opposer à une influence qui est plus collective. Ouais. Et justement, on comparait effectivement le Covid-19 avec l'influence du parole collective d'un point de vue mythe, dogme, croyance, etc. Et justement, c'est l'individu, c'est cette souffrance qui va permettre de vacciner, si j'ose dire, supramentalement l'individu contre toute forme de mythe, de dogme auquel il pourrait être en contact. Exactement, ouais. Il y a besoin de vacciner, je trouve. Contre le virus collectif. Voyez-vous? Qui le maintient dans son inconscience. Qui le maintient dans ces mythes, ces dogmes-là, ces concepts anciens, des concepts qui ne peuvent pas observer la réalité directement. Voyez-vous? C'est pas scientifique. C'est folklorique. C'est infantile. Mais les gens acceptent ça. Bon, ben, ils parlent de l'esprit, ils parlent de Dieu, le divin, l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est. Et je reviens sur quelque chose effectivement qu'on a évoqué, c'est pour revenir un peu à ces concepts donc, de Dieu, de divin, de Satan, de Lucifer. Il y a aussi quelque chose, une trame un peu commune, c'est que l'être humain en fait il va toujours externaliser ses forces, ces logiques-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir le monde, effectivement, il va y avoir des dieux, ou un dieu, ça dépend effectivement des approches. Il va y avoir Satan et plusieurs démons. Il va y avoir, pour reprendre un peu la mythologie grecque, il va y avoir effectivement l'Olympe qui est inaccessible, mais en fait, l'homme, en fin de compte, il va toujours se sortir de ces forces-là. En fait, il va se sentir un peu isolé. Il va dire, ça, c'est des affaires de Dieu, c'est des affaires de démons, etc. Pourquoi l'homme, en fin de compte, et on parle de fusion, parce que quelque part, l'objectif de la fusion, c'est pas se raccrocher. Mais de base, pourquoi l'homme, il a toujours cette approche d'extérioriser le savoir, d'extérioriser cette divinité, ou d'extérioriser ce côté un peu Satan. Ça ne vient pas, on a l'impression vraiment qu'il ne se reconnaît pas dans ces logiques-là, et qu'il est un peu spectateur de l'ensemble de ses forces. Pourquoi il se sent si spectateur, alors qu'en fait, il devrait être au carrefour de ces forces-là? Ouais. C'est parce que justement, il interprète ces forces-là, il intuite tout ça, il baigne dedans. L'homme baigne dans la réalité systémique, là. Alors, il intuite tout ça, mais il peut pas, il va l'expliquer à sa façon primitive. Voyez-vous? Alors, il va l'extérioriser. Normal, dans sa condition, parce que il est dans une bulle involutive, dans une conscience involutive, dans une conscience psychologique, qui est une bulle, qui est prisonnier de cette bulle-là, de cette conscience-là. Alors, tout ce qui est libérateur pour lui va être à l'extérieur, mais il va le voir d'une certaine façon. Oui, c'est à l'extérieur de la bulle, je suis d'accord, mais pas de la façon qu'il croit. Voyez-vous? Donc,
lui, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des entités. Il enthétise. Voyez-vous? Dieu, Satan, l'esprit, n'importe quoi. Il y en a qui ont des chats. Le père, continuellement, comme un enfant seul, un enfant qui est seul tout le temps, qui est unique, par exemple, il va jouer puis il va se trouver des amis imaginaires. Ses jouets vont devenir ses amis imaginaires, il va parler avec ses jouets. Puis si on lui demande, bon ben, qu'est-ce qu'il dit ton jouet ou qu'est-ce qu'il dit ton ami imaginaire, il va vous le dire. Voyez-vous? C'est naturel d'enthétiser comme ça pour un enfant. Voyez-vous? Pas un adulte. Mais un adulte enfant, oui. Voyez-vous? Qui n'est pas sorti de sa bulle infantile. Voyez-vous? Je ne me ferai pas des amis en parlant comme ça. C'est sûr. Et justement, alors cette fameuse fusion qui est très présente dans ce qu'on peut qualifier de suprasphère, c'est justement c'est casser cette bulle. En fait, c'est fusionner avec et se rendre compte quelque part. Vous avez mentionné ça. Enfin, quoi qu'il arrive, qu'il conscientise ou non, l'homme il paye. Voilà, dans cet univers vibratoire. Donc en fait, casser un peu cette bulle, c'est casser un peu cette barque, c'est enlever les petits trous du vélo et dire maintenant il est temps de comprendre le système et d'y aller. C'est ça la fusion, c'est de réaliser. C'est ça. Quand il commence à casser la bulle, comme vous dites, à ce moment-là, il commence à connecter avec la réalité vibratoire. Voyez-vous? Avec le système. Voyez-vous? Mais il ne peut pas connecter. Le problème, c'est qu'il ne peut pas connecter seul, par lui-même, à même la bulle. Il faut quelqu'un en dehors de la bulle, qui est en dehors de la bulle, qui lui parle. Voyez-vous? Les gens, par exemple, qui ont, la première fois qu'ils ont entendu Bernard, ben, ils entendaient une personne qui était en dehors de la bulle. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Voyez-vous? Alors, ça prend quelqu'un qui parle en dehors de la bulle, qui est en dehors de la bulle, pour parler aux gens qui sont tout près du bord de la bulle, qui peuvent un peu entendre ce qui est dit. Voyez-vous? Percevoir vibratoirement ce qui est dit d'une personne qui est en dehors de la bulle. Voyez-vous? Donc, influence. Regardez l'influence que Bernard a eue sur beaucoup de gens. Voyez-vous? Même chose pour moi. Je fais des vidéos, je fais des consultations. J'ai une influence sur les gens. Créative. Tu sais? C'est pas de croire ce que je dis ou croire ce que Bernard dit. C'est avoir une affinité avec ça. Pour éventuellement se libérer. Voyez-vous? Par soi-même. L'intégrer, ça. C'est évident qu'on le vit seul, dans le sens qu'on doit vivre l'expérience d'intégration seul. C'est nous qui devons l'observer dans notre vie. C'est ça, l'autonomie. Mais pour avoir cette autonomie-là, en arriver à cette autonomie-là, c'est pas seulement qu'une expérience, c'est continuation d'expérience constante de ce phénomène-là, de vivre, d'observer en temps réel. Voyez-vous? Qui fait qu'on se maintient en état d'éveil. Si vous n'observez plus, vous êtes plus éveillé. Voyez-vous? Vous allez vous faire avoir. Mais à force d'observer, de revivre l'expérience, on crée d'autres programmes, d'autres automatismes, puis ça devient facile. Voyez-vous? Ça nous protège. On ne peut pas fonctionner en dehors des programmes. Il faut les utiliser, les programmes. Voyez-vous? Il faut utiliser les automatismes. On fonctionne à travers des automatismes. Les gens ne réalisent pas à quel point ils fonctionnent à travers des automatismes, des vrais automates.
Ils n'ont même pas conscience qu'ils sont automates. Il faut prendre conscience qu'on est automatisé pour s'éveiller. Bizarre, c'est paradoxal. Et voilà. Mais il faut en prendre conscience. Plus on en prend conscience, plus on s'éveille. À quoi? Cette mécanique-là, on fonctionne à travers ça. On pourrait pas, on serait des légumes sans programme. Alors, la conscience, c'est ça. La conscience, c'est s'éveiller, prendre conscience et prendre conscience de cette mécanique-là. Comment on fonctionne? On fonctionne à travers des automatismes. Mais les automatismes qui ont été créés fortuitement, inconsciemment. C'est ça le problème. Lorsqu'on s'éveille, on commence à créer des automatismes conscients. Autrement dit, on en a conscience de créer ces programmes-là, ces automatismes-là. Donc, ça nous sert. Ça ne nous dessert pas. Voyez-vous? Mais quand on n'en a pas conscience, un enfant, il commence à réagir, il accumule de l'information, de la mémoire. Il n'a pas conscience qu'il est en train de créer un programme. Hein. Les parents non plus, hein, c'est loin de là. Les parents programment leurs enfants, mais ils ne savent pas. J'ai des personnes, des parents en consultation avec leurs enfants, par exemple. Bon, ben, les parents doivent apprendre à programmer leur enfant comme du monde. Autrement dit, tu sais, c'est un gros mot, programmer, dans le sens de ne pas laisser autant d'espace, voyez-vous, aux enfants, leur donner les conséquences, etc., pour qu'ils se programment comme du monde. Sans ça, c'est le chaos total, les enfants. Tu sais, ils vont vampiriser à l'os. C'est ça qui est important, c'est ce que vous venez de dire justement à l'instant, là, c'est de programmer l'enfant pour qu'il soit en mesure de lui-même gérer et se programmer. C'est ça. Autrement dit, pour qu'il prenne conscience, pour qu'il se développe d'une façon intelligente. Tu sais? Les enfants comprennent ça. J'ai une petite fille en consultation, elle parlait à sa mère, elle faisait des crises de colère, puis très fortes. Puis elle disait à sa mère se demande pourquoi tu fais ça, etc. Et puis la petite fille, je pense qu'elle avait 5-6 ans, elle dit j'ai un robot en dedans de moi qui me dit quoi? Qui me dit de faire des colères comme ça. Il faut le faire, hein? J'ai un robot en dedans de moi. Elle comprenait comme ça. Mais dans le fond, le robot, c'est un programme. Je suis programmé comme ça, c'est ce qu'elle disait. Donc, sa perception était très bonne. Pourquoi elle a perçu ça? Parce que ses crises étaient trop fortes. Là, elle sentait qu'elle perdait le contrôle. Dans le sens, c'était trop intense. Un robot, un programme qu'elle aurait, je suppose, hérité justement de son environnement. Oui, dans le sens en réaction à son environnement. Voyez-vous? Plus elle réagit à son environnement, plus elle est pas corrigée, si vous voulez, dans tout ça, à ce moment-là, elle va exagérer. Le programme va se créer à force de répéter ses colères, par exemple, ou quoi que ce soit. Ça va déborder à un moment donné. Je comprends. Et pour revenir un peu justement, enfin la continuité, pour revenir un peu à ce concept d'enfant, on disait justement que l'humanité aujourd'hui est un enfant un peu inconscient qui justement essaie de comprendre de manière ajustée ou non justement la réalité systémique. Un enfant aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue biologique, naturellement, il se dirige vers l'enfance, l'adolescence, plus l'âge adulte. Et la question, c'est l'humain, de manière générale. Est-ce que de manière naturelle, il s'oriente vers un réajustement, un alignement parfait avec le système, ou à l'inverse, une humanité peut s'orienter naturellement vers l'astral? Est-ce que l'appétence, est-ce que le fait de vouloir casser cette bulle pour se reconnecter, entre guillemets, à cette réalité systémique, c'est quelque chose qui est ancré en l'homme, et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il arrivera un moment à ce stage d'adulte, donc une fusion parfaite,
où il peut arriver que des civilisations s'orientent mécaniquement, structurellement, si j'ose dire, vers justement un anéantissement. Et c'est un sujet Ça dépend si vous parlez de l'individu ou du collectif. Là. Voyez-vous? Collectivement, c'est évident que l'homme va en arriver à un jour. Mais individuellement, l'homme peut en arriver demain. Voyez-vous? Mais ça ne veut pas dire que collectivement, il va en arriver demain. Voyez-vous? C'est impossible, même. Il va évoluer. Il y a trop d'influence. Il y a trop de différences d'évolution chez les hommes, chez les êtres humains. Voyez-vous? Ça prend du temps. Alors, on n'a pas à attendre que la population, l'être humain, il devienne conscient, puis s'éveille, puis le quitte. Puis espérer que les choses aillent mieux dans le monde. Voyez-vous? Il s'agit pour nous de survivre, de bien survivre, et de s'ajuster à cette réalité-là pour justement ne pas subir ce que l'homme va subir. Voyez-vous? Éventuellement. C'est un peu prendre en compte une espèce de programme collectif qui, à travers une observation, va s'orienter vers quelque chose de pas forcément agréable, accepter le monde tel qu'il est et prendre les dispositions nécessaires pour que ça se passe plutôt bien entre guillemets pour nous. C'est ça. Collectivement, l'homme s'en va dans le mur. Et c'est le collectif qui fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que collectivement, on va dans le mur et individuellement, on va vers la bonne direction, mais est-ce qu'il peut y arriver, justement, que... Individuellement, ça dépend des individus. Le collectif, c'est l'amalgame de tous les individus qui ne sont pas en mesure de s'en sortir. Voyez-vous? Qui fait que l'humanité s'en va dans le mur. Mais certains individus, plus évolués, qui ont souffert suffisamment, whatever, ils sont capables de s'en sortir de ça. Voyez-vous? Même si l'humanité s'en va dans le mur, eux, ils vont survivre beaucoup mieux que la plupart des gens. C'est évident qu'ils peuvent souffrir du fait que l'humanité s'en va dans le mur, c'est évident, mais ils vont savoir pourquoi, puis comment, puis savoir comment survivre dans tout ça. Ils vont sauter par-dessus le mur. Ouais, ils frapperont pas le mur. Ils n'auront pas le choc, voyez-vous, de frapper dans le mur. On parlait précédemment justement des différents mythes, donc on a abordé effectivement Dieu, Satan, Lucifer, bon, pour faire un peu les notions les plus connues. Après, voilà, il y a plein d'autres icônes qui ont composé l'ensemble des religions. Et justement, en parlant un peu de mythes, il y a le mythe fondateur de ce qu'on va appeler la vision supramentale. Uh-huh. Est-ce que quelque part, justement, le supramental, à travers, justement, ces fameuses forces astrales, ces doubles éthériques et tout, est-ce que c'est pas aussi devenu une sorte de mythe, ce supramental? Ben oui, parce qu'il y a des formes qui ont été créées. Il faut défaire les formes, il faut voir à travers les formes, il faut démystifier ces formes-là. Mais les gens, non, ça fait partie de l'instruction, ils ne veulent pas défaire les formes. Voyez-vous? Ils veulent garder ces formes-là. Tant qu'ils gardent ces formes-là, ils n'auront pas accès à cette réalité-là. Bernard, qu'est-ce qu'il faisait? Créer des formes, il était très bon pour créer des formes, et parce qu'il n'y avait pas le choix à cause de son public, là, parlant en public, et il défaisait ces formes-là éventuellement. Voyez-vous? Mais il défaisait ces formes-là surtout en privé. Autrement dit, il attirait les mouches avec du miel et par la suite,
il défaisait ces formes-là. C'est ça qu'il faisait dans le fond. En public, ben là, il utilisait toutes sortes de formes, etc. En privé aussi, il défaisait tranquillement pas vite. C'était beaucoup plus brutal en privé. Dans des conférences privées. Et encore une fois, on a encore cette sorte de raffinement collectif, privé, collectif, individualité, pardon, justement. Toujours et encore aborder un individu seul pour éviter cette influence négative, cette influence du collectif qui pourrait l'amener à s'attacher à différents dogmes. Même dans le supramental, les gens sont influencés par le collectif, sont influencés par toutes ces formes-là. Il essaie de synthétiser ça intellectuellement. Ça ne s'englobe pas intellectuellement. Ça se vit dans l'expérience. Il faut l'observer dans l'expérience pour essayer de synthétiser ça intellectuellement. Ça ne sert pas l'individu, ça le dessert. Pourquoi? Parce que, justement, l'intellect, la capacité psychologique, etc., est bourré de mythes et de concepts de toutes sortes. Voyez-vous? Dans le fond, qui se lance dans le vide. Qui nettoie la slate, qu'il appelle, la table. C'est capable de faire face au fait qu'il ne sait absolument rien. Réaliser qu'il ne sait absolument rien. À zéro. C'est là qu'on commence à évoluer. C'est ça ce point zéro qu'on mentionne aussi. Oui, le point zéro, c'est ça. Savoir que tout ce qu'on a su avant, tout ce qu'on a, c'est toute l'interprétation. C'est pas facile à avaler, ça. C'est la condition pour commencer à évoluer. D'accepter qu'au-delà, tout était, même nos certitudes, quelque part. Ouais. C'est effectivement, dans les mythes, c'est justement, on peut dire, ça c'est un mythe, ça c'est un concept, c'est Dieu, etc. Mais parce que là, on est très haut, on sait, mais c'est dans la vie de tous les jours, justement. C'est même au-delà du mythe, même au-delà du dogme, la croyance de tous les jours. Il faut aussi savoir la mettre de côté. Le seul fait de savoir que tout ce qu'on a conceptualisé auparavant, etc., ce qui vient de remettre ça en question, là, on est au point zéro, on est à 9. Voyez-vous? Et c'est là que ça commence. Sans ça, c'est plein. Il faut faire un vide. Pour qu'il y ait un vide, pour que ça se remplisse. Voyez-vous? C'est retrouver cet état, justement, pour reprendre un peu des termes, cet état originel, justement. Cet enfant intérieur, ce point zéro. Je ne sais rien, j'ai même pas notion des dogmes, des mythes, etc. Je suis neuf. C'est ça, ouais. Sans ça, il reste toujours des vestiges, il reste toujours l'interprétation, etc. L'individu doit réaliser, c'est intuitif, c'est vibratoire. C'est pas nécessairement, vous ne comprenez pas parfaitement ce qui se passe. Savoir qu'on sait seulement dans l'expérience. On arrive à savoir seulement dans l'expérience d'observation, pas dans l'intellect. L'intellect, c'est pas dans le virtuel. Voyez-vous? C'est théorique, là. On peut comprendre plein d'affaires. Mais on comprend, si vous voulez, réellement, ou on saisit, on réalise, on sait réellement dans l'expérience. C'est très particulier. Il y a ça qui revient dans cette action je pense que c'est un peu lié, j'ai l'impression que le concept un peu de démythification, il est très lié au concept de vérification. Je vérifie, je suis dans l'action, je suis dans l'expérience. Tout le temps. Pourquoi? Pas parce qu'on ne sait pas, pour raffiner ce qu'on sait. Voyez-vous? Dans le sens que
si vous me dites quelque chose, par exemple, parlez de votre père, vous dites me donner un aspect de votre père, puis moi, je vois beaucoup d'aspects de votre père, OK? Parce que vous m'avez dit ce petit aspect-là, j'intuite, si vous voulez, je perçois vibratoirement, je fais des liens vibratoires avec ce que vous m'avez dit, mais je vais aller vérifier, je vais vous poser des questions pour vérifier. Alors, je raffine ma perception vibratoire à ce moment-là, ou ce que vous appelez une perception intuitive. À ce moment-là, c'est une perception vibratoire. Je fais des liens, parce que je connais la mécanique. Voyez-vous? Je sais comment ça marche, comment ça fonctionne un humain. Voyez-vous? Alors, vous me dites une petite partie, puis je vois tout l'ensemble. Mais je vais vérifier pareil. En vérifiant, je raffine ma perception vibratoire. Voyez-vous? Les gens pensent que, on sait, ça me dit ça, non, je le sais pas. Ça ne marche pas de même. Vous allez vivre une méchante initiation comme ça. Il y en a plein de gens qui vivent des initiations comme ça. Ils pensent que, tu sais, ils reçoivent ça, là, de, je ne sais pas trop où, là. Ça leur part. Leur double leur part. Faites attention, là. Je peux vous dire n'importe quoi. Il va vous mettre en initiation, votre double. Pas à peu près. C'est vrai que pour résumer un peu tout ça, c'est qu'on est beaucoup plus terre à terre, qu'on oublie un peu ces espèces de concepts de Dieu, de Satan, de Lucifer, qu'on a un peu démystifié. Enfin, j'ai vraiment l'impression que quand on rapproche tout ça à soi, en gros, pour atteindre ce point zéro et avant de l'atteindre, c'est un peu réaliser qu'on était totalement dans le mythe de soi-même. Oui. En fait, qu'on était, exactement. on s'est auto-mystifié quelque part. Oui, ben oui. Parce que vous identifiez votre personnalité. C'est quoi votre personnalité? C'est vos habitudes. C'est quoi vos habitudes? C'est vos programmes, c'est vos automatismes. Donc, de la mémoire, donc de l'information. Vous identifiez à ça. Ça fait depuis que vous êtes haut comme 3 pommes, là. Tout est enregistré, là. Voyez-vous? C'est pour ça que les gens ont de la difficulté à évoluer. C'est pour ça que les gens souffrent. Ils vivent de mémoire d'enfant dans un corps d'adulte. Puis on a misère à se détacher de ça. Lorsqu'ils commencent à réaliser tout ça, ben, à ce moment-là, ils commencent à prendre l'expérience en tant qu'adulte mature. Voyez-vous? Donc, tout ce qu'ils ont su auparavant, tout ce qu'ils pensaient savoir, ils remettent en question. Voyez-vous? C'est pas faux, c'est pas l'affaire d'être faux, vrai ou whatever. C'est tout simplement une interprétation psychologique de la réalité. L'homme a toujours perçu cette réalité-là, mais il l'a toujours intuité, il l'a toujours interprété à travers son infantilisme, son manque d'expérience, autrement dit. Voyez-vous? Et l'influence aussi extérieure. Ouais, c'est primitif. À se poser des questions, voilà, Ouais. Tu sais, ça c'est ça, ou ça c'est Ouais, Dieu qui et parle. surtout l'influence, justement, des autres. Voyez-vous? Pourquoi il est si influencé par les autres? Par l'insécurité. Il ne se sent pas suffisamment en sécurité. Il ne peut pas. Il s'identifie à sa personnalité. Il ne peut pas se sentir sécure à travers sa personnalité. Il va commencer à se sentir sécure seulement à travers sa personne lorsque sa personne va commencer à observer en temps réel. C'est l'observation en temps réel qui crée, qui fait s'éveiller la personne. Ce que le monde appelle le double. Bah oui, parce que on a vraiment encore une fois cette impression que si jamais on n'est pas en mesure d'être éveillé ici et maintenant dans une réalité, on est toujours un peu en déphasage, on est un peu en retard, on a notre bagage de programme, de mémoire qui nous empêche d'être tout à fait synchro avec ce qu'on peut appeler la réalité du moment présent. C'est ça. Ouais. C'est une accumulation de cette réalité-là ou de notre ajustement à cette réalité-là qui va faire qu'on va se maintenir tout le temps éveillé. En étant en mesure d'observer en temps réel tout le temps là, la réalité de ce qui se passe.
Ben voilà. Sans ça, vous tombez dedans. Ben voilà. Alors ça tient à un fil. Là.